Salut à tous, nouvelle vidéo autour d'une voiture électrique et aujourd'hui on reste sur le segment des SUV premium à l'instar des Audi e-tron, Mercedes EQC qu'on a déjà testé sur la chaîne avec cette I-Pace 2021 de Jaguar. Alors c'est une voiture qui est très premium évidemment, qui coûte assez cher, on est autour de 70-80 000 hors option et on va voir qu'il y en a quand même pas mal. Alors évidemment là-dessous on a une grosse batterie, du coup on a pas mal d'autonomie, donc pas tellement de stress, d'autant que le réseau s'est quand même bien développé depuis la sortie donc, du premier modèle. Évidemment dans cette vidéo on va s'intéresser à toute la partie connectivité électrique, les applications, le système, puisqu'on a le dernier système Jaguar Land Rover qui on va voir est beaucoup mieux sur cette version 2021. Bref, aujourd'hui on teste le Jaguar I-Pace. Alors c'est une voiture qui est bardée de technologie, à commencer par la calandre, qui a des petites vannes actives qui vont venir s'ouvrir ici quand la voiture avance pour refroidir la batterie. On a aussi un système de feu Matrix LED, ça vous permet de rouler tout le temps en plein phare sans éblouir les autres. Et puis surtout c'est une voiture qui a beaucoup de caméras, il y en a tout autour de la voiture, aussi bien pour le parking, pour la conduite semi-autonome qui on va le voir est pas forcément terrible. Et puis surtout il y a un système de reconnaissance de la route qui va permettre d'adapter la suspension en fonction du terrain. Ça c'est vraiment pas mal. Alors à l'avant on a un petit coffre qu'on peut ouvrir avec la clé, donc ça c'est pratique. Même si voilà, il y a toujours un petit bitonio ici à ouvrir. Et puis à l'intérieur, alors il n'y a pas beaucoup de place, on peut pas mettre une valise cabine comme chez Tesla par exemple, mais on peut quand même mettre ses câbles de charge. Là voilà, j'ai réussi à mettre mes deux chargeurs, donc ça c'est toujours quand même assez pratique. Bon, on va parler des ouvrants, c'est un petit peu mon dada sur les voitures électriques. Alors on peut utiliser bien sûr cette grosse clé Jaguar, mais on peut aussi appuyer ici sur le petit bouton qui va venir faire déployer donc les poignées de porte qui se rétractent. Ça c'est pour l'aéro, ça permet d'économiser un petit peu en kilowattheure. Et puis ça permet aussi de savoir si la voiture est ouverte et fermée. Vous vous rappelez sur l'Audi, c'était pas toujours évident. Alors dernier point, c'est que moi j'aurais bien aimé des trucs un peu modernes avec le Bluetooth de l'iPhone, avec du RFID ici. Bon ça c'est pas dispo, on peut passer par l'appli mais c'est par le cloud, donc c'est quand même assez lent. Et puis il n'y a pas moyen aussi d'arriver et la voiture s'ouvre automatiquement. Voilà, ça aurait été quand même assez sympa, mais c'est même pas disponible en option. Alors je voulais encore vous montrer deux petites choses. Déjà la trappe de recharge ici qu'il faut ouvrir manuellement, c'est un petit peu moins techno que chez Audi. Par contre elle est côté conducteur avant gauche, donc ça c'est plutôt bien, vous pouvez rentrer en avant dans les stations de charge. Et puis dernier point, c'est la suspension ici. Regardez, on est à la neige, on veut se mettre en mode 4x4, donc on va augmenter un petit peu la hauteur de caisse, mais quand vous allez conduire sur autoroute autour de 100 km/h, elle va automatiquement s'abaisser. Ça c'est pour gagner en aéro et donc gagner en kilowattheure. Bon, puisqu'on charge, on va parler un peu des specs, puisque cette voiture est un véritable avion de chasse. Déjà, il y a deux moteurs, c'est un 4x4 et ça nous a beaucoup aidé sur la neige. C'est vraiment extrêmement efficace. Et puis surtout, il y a beaucoup de puissance sous le capot. Vous vous rendez compte, le 0 à 100 est abattu en 4 secondes 8. C'est quasiment une supercar. On a 320 à 400 chevaux, évidemment, suivant les versions. Ici, on a la version 400 chevaux. Je vous garantis que pour les péages, c'était juste de la folie. Le 0 à 130 est vraiment très rapide. Et puis, le couple est disponible immédiatement. Là, on a jusqu'à 696 Nm de couple. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça envoie de malade. Bon les amis, péage 0 à 130, on est parti. Oh là là, comment ça booste. Oh là là, les 400 chevaux les amis. Oh, ça envoie sévère là. Alors sur la partie électrique, je vous l'ai dit, on a une très grosse batterie 90 kWh, ce qui nous offre une autonomie de 470 km WLTP. Alors c'est une batterie qui est plus grosse qu'une Tesla Model 3, mais on a moins d'autonomie. C'est un peu paradoxal puisqu'en fait on consomme quand même pas mal. On est vite à 30 kWh au 100 sur autoroute, qui nous donne à peu près 300 km d'autonomie. Là en hiver, on a fait vraiment les 300 km avec le chauffage sans se restreindre trop sur la vitesse. Ça c'est lié au coefficient de traînée en partie, puisque là on est à 0,29 contre 0,28 par exemple sur un e-tron ou un EQC, 0,23 sur le modèle Y, donc Tesla reste un petit peu meilleur en termes d'efficience et effectivement de prise au vent. Et puis là en termes de charge, alors on peut charger sur les bornes rapides mais que à 100 kW maximum. Il faut savoir que nous on était souvent autour de 70-80 quand la batterie est pas trop chaude, ou quand on arrive sur la fin ça baisse quand même pas mal, alors que voilà tout ce qui est Audi, Tesla etc ça charge au minimum 150, 200, 250, donc là on est aussi largement en dessous. J'aurais bien aimé que sur cette version 2021 ils augmentent un petit peu les puissances. Par contre on a un chargeur triphasé, donc courant alternatif de 11 kW, donc sur toutes les bandes de village, ça vous permet de charger en une nuit, vous faites le plein, en quelques heures vous mettez vite 30-40%, donc c'est assez pratique, vous allez au resto etc. Et puis il reste la solution de la prise électrique, donc si vous n'avez pas d'autre solution, c'est quand même assez intéressant de pouvoir se brancher, mais là c'est plus de 24 heures, donc sur une très grosse batterie comme ça peut être vraiment très long.
Bon là on est en train de charger et c'est vrai que là les derniers pourcents en fait sont très longs, les 15-20 derniers pourcents, et du coup si vous voulez vraiment l'autonomie maximale par exemple sur autoroute pour faire vraiment 300 km d'une borne à l'autre et maximiser finalement votre temps de trajet, c'est pas toujours possible. Donc voilà, il faut bien aussi prendre ça en compte, que ça peut être quand même très long avec cette voiture de charger. Alors regardez, bonne surprise, on dépasse même les 100 kW durant la première partie de la charge. Voilà, 40%, on est toujours autour de 100 kW, ce qui est quand même pas mal. Voilà, par contre dès qu'on passe la moitié, on est déjà plus qu'à 76 kW et vous voyez que ça va encore baisser. Voilà, et à partir de 80%, ça décline. Là on est déjà plus qu'à 42 kW, donc là ça devient très lent. Alors un mot sur la conduite, et je dirais que si on doit retenir une chose de cette I-Pace, c'est la polyvalence. On n'a pas peur de l'emmener faire du 4x4 sur la neige ou dans les chemins en relevant sa garde au sol, ou aussi bien aller cruiser sur l'autoroute que faire un petit peu de circuit, puisqu'elle a énormément de puissance. En tout cas c'est vraiment un pur plaisir à conduire, hein. On conduit vraiment comme sur des rails. J'ai trouvé même beaucoup plus sportive que l'Audi e-tron ou le Mercedes EQC, donc de ce point de vue c'est une véritable réussite. En ville elle reste agréable, je trouve que le gabarit est tout à fait acceptable. On a un petit peu moins peur dans les parkings que l'Audi e-tron ou le Mercedes EQC, hein, qui étaient quand même des gros bébés. Donc voilà, je trouve qu'ils ont bien réussi leur pari, avec d'un côté la sportivité Jaguar, de l'autre côté la polyvalence, le 4x4 Land Rover. Et puis c'est vrai qu'en termes de conduite, en termes de plaisir pur, et là j'ai vraiment rien à dire, hein. J'ai pris un pied d'enfer au volant de cette I-Pace. Bon, même si je vous dis que 300 km c'est suffisant, il y a quand même des endroits, regardez ici sur ChargeMap, entre Nîmes et Toulouse, où il n'y a absolument aucune borne rapide sur l'autoroute. Donc voilà, il faut utiliser les petites bornes comme il y a derrière moi, qui sont qu'à 50 kW. Donc bon voilà, ça coûte un petit peu moins cher, mais il faut sortir de l'autoroute, c'est un peu plus lent aussi, surtout là quand vous avez des grosses batteries à brancher. Donc voilà, messieurs les responsables et ceux qui installent les bornes, mettez-nous au moins une borne tous les 200 km, ce serait le minimum pour voyager un peu sereinement, d'autant que ces bornes là elles sont souvent en panne, hein. Vous voyez derrière moi il y a des bornes Tesla qui sont censées être adaptées à toutes les voitures électriques, donc ça c'est que les Tesla, là toutes les voitures électriques, et malheureusement sur l'i-Pace j'ai très rarement réussi à les faire fonctionner, souvent ça mettait des heures à s'initialiser. Donc voilà, je sais pas si c'est lié à la voiture, mais ça a l'air, puisque j'ai eu le problème sur plusieurs bornes qui étaient censées fonctionner. Alors vous savez que pour vous connecter sur les bornes, il faut évidemment un petit badge. Alors là, Jaguar en fournit un, donc ça c'est cool, c'est le cas dans la plupart des véhicules premium. Regardez comme c'est bien fait, il est attaché au porte-clés. Et surtout là, il a fonctionné chez nous avec toutes les bornes en Suisse, en France, les bornes rapides, les bornes lentes. Donc ça c'est vraiment bien. Évidemment, des fois il y a des tarifications qui sont un petit peu plus intéressantes, mais ça évite d'acheter des ChargeMap, ChargePoint qui sont des fois souvent un petit peu plus chers, puis il faut surtout pas les oublier quand on va charger. Donc voilà, ça c'est plutôt une bonne idée. Bon, petit tour de l'application. Vous voyez que ici elle est relativement simple, en tout cas au niveau des interfaces, et le nom de la voiture, la plaque, le kilométrage, sa position, donc ça c'est plutôt pas mal, hein, si vous voulez voir où est-ce qu'elle est localisée. Ici on a aussi l'autonomie restante, vous voyez ici là elle est en charge, il nous dit voilà combien de temps il reste, on charge à 9 km/h. Par contre il n'y a pas la puissance de charge, moi j'aurais bien aimé avoir ça, mais bon au moins vous avez ça. Vous pouvez aussi programmer des charges, mais ça c'est essentiellement voilà, si vous chargez à la maison par exemple, vous pouvez programmer des horaires en fonction effectivement des prix de l'électricité par exemple. On a aussi tout ce qui est information de verrouillage, vous pouvez voir un petit peu tout ce qui est verrouillé. Alors là attention, c'est uniquement informatif sur cet écran, vous pouvez pas fermer par exemple les fenêtres à distance. Et puis des indications d'état, voilà, sur par exemple les entretiens nécessaires, ou s'il y a un problème sur le véhicule. Alors ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est l'application Remote, donc télécommande, qui est accessible d'ailleurs via Face ID, hein, il vous identifie à chaque fois. Et puis là-dessus on va avoir pas mal d'informations, notamment la climatisation, on va pouvoir lancer la climatisation, vous mettez votre température et vous la lancez, donc ça peut être assez pratique, sachant que vous pouvez aussi programmer ça bien sûr. Il y a aussi le verrouillage des portes. Alors là par contre vous allez pouvoir verrouiller ou déverrouiller la voiture à distance, ça c'est plutôt cool. Par contre ça marche pas avec le coffre, ça marche pas avec le frunk, hein, le coffre à l'avant, ça marche pas pour les vitres non plus, mais bon c'est déjà pas mal, hein, certaines voitures ne le font pas. Et puis les infos de charge, mais là encore on peut juste arrêter la charge, voir combien de temps il reste, mais c'est à peu près tout. Alors on a un petit onglet trajet qui est assez intéressant, puisque lui par exemple ici il va retenir donc tous vos trajets, il va vous donner surtout la durée, la vitesse moyenne, la distance et puis la consommation d'énergie. Donc si vous faites un trajet régulier, vous voyez à peu près combien vous consommez, même la régénération, voir si vous avez été efficace ou pas. Par contre c'est vrai qu'on peut pas programmer de trajet, donc on peut pas par exemple programmer un itinéraire et puis l'envoyer à la voiture comme chez Tesla, ça aurait été pratique. Alors, on a un aperçu aussi des différents abonnements, puisque là ici pour utiliser toutes les fonctionnalités, remote, le tracker, la localisation ou même le wifi intégré, hein, pour avoir de la 4G qui est répartie dans le véhicule, il faut des abonnements.
rapidement, donc ils expirent généralement au bout d'un an, il va falloir les renouveler. Voilà un petit mot sur les notifications qui marchent super bien sur cette voiture, dès que la charge est finie, s'il y a un problème de charge, si la voiture par exemple a des problèmes d'ouvrant. Alors il n'y a pas le mode sentinelle de Tesla, ça j'aurais bien aimé là-dessus, qui traque avec toutes les petites caméras autour s'il y a de l'activité, mais c'est pas le cas. Et puis on a bien sûr un système de positionnement aussi à distance. Voilà, donc une application on va dire qui fait le job. Franchement il y a à peu près tout ce qu'il faut pour un usage classique, c'est-à-dire voir un peu où en est votre charge, voir si votre voiture est bien verrouillée, la verrouiller éventuellement à distance. Il manque évidemment des choses quand on a connu Tesla, hein, pouvoir ouvrir le coffre à distance, voir la puissance de charge, programmer les trajets, l'envoyer à la voiture. Mais voilà, tout ce qui est notification, ça fonctionne bien. Globalement, elle est assez réactive, elle se met à jour assez facilement. Et je dirais que globalement, Jaguar a fait quand même du bon boulot, hein, puisque c'est une application qui était très stable durant nos tests. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve magnifique cette voiture. Elle est belle devant, elle est belle derrière, hein, même si elle a des grosses fesses, mais c'est pour la bonne cause, hein, puisque le coffre est assez volumineux. Et puis regardez de profil, on dirait un petit félin prêt à vous bondir dessus. Vraiment très beau. Alors évidemment les raffinements s'arrêtent pas uniquement à l'extérieur, parce que regardez à l'intérieur, tout est extrêmement bien assemblé. Il y a des plastiques moussés, il y a de la petite feutrine ici. On a un super sound system avec un petit caisson de basse ici dans cette version hein, très haut de gamme HSE. On a aussi une très bonne insonorisation avec du triple vitrage sur les vitres, donc extrêmement silencieux. Là regardez, il y a des voitures partout, on n'entend absolument rien. Alors moi ce que j'aime bien, c'est que toutes les commandes viennent vraiment très naturellement, tout est extrêmement bien disposé, on se sent très à l'aise, hein. J'ai beaucoup pris de plaisir à être dans cette voiture. Seul bémol peut-être, les sièges sport, voilà, qu'on a eu sur notre version. Moi j'aurais pris sûrement des modèles un petit peu plus confortables, parce que là c'est vrai que ça maintient bien, mais sur la durée, voilà, j'avais un petit peu mal au dos. Alors beaucoup d'écrans dans cette I-Pace qui est très moderne. Vous voyez un grand écran pour la partie compteur qu'on reviendra en détail. Bien sûr il y a aussi toute la partie multimédia au centre, un écran de 10 pouces qui est pas aussi grand que chez Tesla, mais ça va, en plus il est plutôt bien positionné ici, il est d'une très belle définition, regardez. Et puis un petit écran pour la clim, voilà, ça devient commun sur le Premium. Et c'est pas fini, regardez, il y a un autre écran en haut là pour la partie rétroviseur qui est vraiment pas mal, mais bien sûr vous pouvez toujours rebasculer voilà, sur un rétro classique. Alors un petit tour de la connectivité avec une prise USB-A à l'avant, donc uniquement pour la charge. On a aussi un petit pad ici bien pratique pour de la charge sans fil. Là pas de prise USB, en fait il faut aller la chercher ici dans la petite boîte centrale. Et vous voyez qu'on a une prise USB-A et puis une prise USB-C. Voilà, ça reste une voiture moderne, d'autant qu'on a encore, regardez à l'arrière, deux prises USB-C. Ça c'est vraiment pratique. Alors on commence avec cette partie compteur qui est divisée en fait en trois, avec à gauche tout ce qui est voilà, vitesse, reconnaissance des panneaux, si vous êtes en mode parking ou pas. On a aussi tout ce qui est un petit peu voilà, kilométrage de la voiture. Et puis à droite on a toute la partie électrique. Alors on n'a pas le pourcentage de la voiture, par contre on a quand même des indications sur le niveau de batterie, sur les kilomètres restants. Et puis une petite aiguille aussi qui vous indique si vous chargez ou pas. Alors moi j'aime bien ce petit volet central car il vous donne deux informations sur la partie électrique très pratique, notamment la consommation du trajet. Donc vous voyez ici on est souvent autour de 29-30 kWh au 100 hein, sur cette voiture, que ce soit sur l'autoroute ou sur du périurbain. Et puis une autre info qu'il n'y a pas toujours, c'est la consommation de la batterie, c'est-à-dire tout le système multimédia, chauffage, etc. Combien ça consomme, on sait à peu près. Alors souvent on est autour quand même du kilowattheure. Donc vous voyez que c'est quand même pas rien. Alors vous avez plusieurs types de dispositions. Je dirais que le classique c'est plus deux cadrans, moi je le trouve assez pratique. Toute la partie électrique à droite, la partie compteur à gauche. Vous pouvez mettre qu'un cadran si vous aimez voilà, voir par exemple la vitesse au centre, ça peut être assez sympa. Et puis par exemple la carto à droite, ou alors vous pouvez mettre la carto en plein écran. Regardez ici, ça rend quand même assez bien. Voilà, vous avez vraiment la carte qui prend toute la surface, un petit peu aussi comme sur le Virtual Cockpit de chez Audi. Donc beaucoup de personnalisation quand même sur la partie compteur. Alors encore une petite personnalisation que je trouve bien, c'est le petit bouton ici qui vous permet en fait d'afficher des infos là en bas de l'écran, par exemple la consommation en temps réel, la date, le kilométrage, l'odomètre, et ça c'est assez cool. Vous pouvez même afficher aussi, vous savez, donc la consommation de la batterie 12 volts, donc ça rajoute encore un niveau d'information, et ça moi je trouve vraiment très sympa. Alors avec le petit menu ici, vous allez pouvoir accéder à un menu central qui vous permet de régler par exemple l'affichage tête haute, vous voyez la luminosité, la hauteur, ce que vous voulez mettre dessus. Vous avez aussi accès évidemment à d'autres informations, par exemple les alertes, les informations sur la pression des pneus, les données multimédia, voilà, vous pouvez changer la source. Vous avez aussi un historique des trajets. Bon, vous voyez qu'ici moi j'ai réglé sur auto, mais vous pouvez mettre trajet A, trajet B. Et puis c'est là aussi où vous réglez la disposition des compteurs. Bon, ça on l'a déjà vu à l'instant. Alors sur la partie droite, on a tout ce qui est assistance à la conduite avec le petit bouton ici régulateur limiteur de vitesse. Là vous réglez la vitesse, là l'écartement avec la voiture qui vous précède. Ici, alors ça c'est pas de la conduite semi-autonome, je croyais au début, mais en fait c'est uniquement du ping-pong. Alors j'étais
assez déçu puisque sur la version précédente de cette I-Pace, il y avait de la conduite semi-autonome, il vous maintenait dans les voies, là c'est plus le cas. Alors j'ai posé la question à Jaguar, on verra, je vous mettrai dans la description ou juste là-dessous si ça va arriver par mise à jour logicielle, ce qui est possible, mais en tout cas là sur cette version ultra haut de gamme, il n'y a plus l'aide au maintien dans les voies, ce qui est un peu pénible quand même quand on fait des longs trajets sur autoroute. Bon, petit exemple de conduite autonome qui n'en est pas. Voilà, je lâche le volant, hop, il va juste me rabattre. Voilà, il fait le ping-pong, donc il maintient pas du tout la voiture dans la voie. Donc c'est vraiment pas top. Oh là là, il faut que je reprenne le volant. Bon, je vous montre les petits boutons sur la console centrale, donc là toutes les vitesses. Bon voilà, moi je regarde quand même souvent mes mains ici, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas un vrai levier, mais ça dépend un peu des habitudes. Ici on a tout ce qui est levage de caisse, donc vous voyez, vous pouvez la lever, la baisser, elle va se baisser automatiquement, donc je vous l'ai dit, autour de 100 km/h pour améliorer l'aéro, notamment sur autoroute. Et là, ça c'est un peu le mode 4x4, voilà, hérité de Land Rover, quand vous voulez lever la voiture pour passer par exemple des obstacles ou sur des petits chemins. Là on s'en est beaucoup servi, notamment sur la neige. Là vous avez le Hill Assist, ça permet de descendre des côtes en touchant que le volant, voilà, en réglant uniquement la vitesse. Il va vous maintenir la vitesse, gérer absolument toute la motricité. On a aussi évidemment la possibilité de désactiver toutes les aides à la conduite. Et puis on a des modes de conduite. Regardez, alors ça s'affiche sur le compteur, ça change un petit peu le look du compteur. Alors, vous avez plusieurs modes. Moi j'ai laissé confort, je trouve que c'est le meilleur compromis. Vous avez quand même de la puissance, voilà, sans exagérer non plus. Mais évidemment vous pouvez avoir le mode sport. Donc là par contre le mode dynamique, c'est vrai que vous allez envoyer les watts, ça va consommer plus. Vous avez le mode éco si vous êtes un petit peu flippé de tomber en panne sèche, mais moi je trouve que la pédale est quand même assez molle. Et puis vous avez le mode ADSR, donc ça en fait ça optimise la motricité si vous êtes sur les chemins, sur de la neige. Là on s'en est pas mal servi, notamment à la montagne, donc c'est assez pratique d'avoir ces différents modes de conduite, surtout qui sont vraiment accessibles très facilement. Alors un mot sur ce rétro caméra qui est vraiment d'excellente qualité. Déjà l'image est très bonne, en plus elle sature pas ni dans les hautes ni dans les basses lumières. Voilà, c'est un petit peu moins bon de nuit, mais je trouve que c'est tout à fait correct. Et regardez, par rapport au rétro normal, là on a vraiment beaucoup moins de champ de vision. Donc voilà, moi je l'ai laissé activer par défaut. En fait la caméra est très bien positionnée derrière la voiture, et ça je pense que c'est le meilleur rétro caméra que j'ai jamais utilisé. Vous pouvez évidemment revenir donc à la version classique, vous pouvez aussi le paramétrer sur la hauteur, sur la luminosité, vous voyez un petit peu, mais globalement voilà, tout ce qui était par défaut pour moi était vraiment très bien là-dessus. Et je pense que c'est le meilleur rétro caméra que j'ai jamais testé. Alors vous savez que sur la partie clim, moi je suis pas très fan des écrans, mais ici je trouve qu'ils sont plutôt bien faits, puisqu'ils sont surtout informatifs. Vous pouvez vraiment utiliser la molette pour régler par exemple ici vos sièges chauffants. Puis regardez, si vous tirez vers le haut comme ça, vous pouvez régler donc la force de la climatisation. Et si au contraire vous poussez vers le bas deux fois là, puisque on a les sièges chauffants, vous avez la température, donc vous pouvez régler aussi ici avec des petits écrans de très bonne qualité donc là-dessus. Donc c'est plutôt pas mal, puisque l'écran est pas du tout indispensable. Vous pouvez vraiment faire vos petits réglages avec les boutons. Alors vous avez quand même des petites commandes tactiles, notamment pour tout ce qui est des embuages ici. La mode ion, voilà, ça permet un petit peu d'améliorer la qualité de l'air ambiante. Vous avez aussi ici un système de désembuage du pare-brise. Vous voyez ici, bon, ça c'est vraiment du classique. Et puis l'écran en fait il vous sert quand même à basculer rapidement, vous voyez, entre la clim et les sièges chauffants. Donc ça c'est plutôt pratique, ça vous évite de jouer avec les petites molettes. Vous pouvez aussi régler bien sûr les flux d'air ici. Voilà. Et puis regardez, vous avez un système de climatisation intelligente. Et là c'est pas mal, ça vous permet directement de climatiser uniquement les sièges qui sont occupés. Bon voilà. Alors au moment où je vous parlais justement des mises à jour, voilà que Jaguar m'en propose une. Donc là elle vient de sortir au moment où je fais cette vidéo, donc c'est vraiment super. Je vais pouvoir montrer le tout nouveau système. Donc je vous propose de mettre à jour maintenant en cliquant là-dessus. Alors là il me demande de sortir et de verrouiller le véhicule avant de commencer. C'est quand même pas mal. Donc je peux pas faire la mise à jour en étant dedans. Et là c'est l'hiver, j'ai pas trop envie d'aller dehors. Voilà, bon, j'ai dû sortir de la voiture, du coup je suis allé boire un coup pendant la mise à jour qui s'est effectuée relativement rapidement. Là au bout d'une heure elle était faite quand je suis revenu. Donc voilà, c'est pas aussi fluide que sur Tesla où c'est un petit peu comme sur l'iPhone. Là voilà, il y a un certain nombre de sécurité, mais au moins il n'y a pas à mettre des clés USB et tout, c'est quand même relativement simple. Bon, on passe à l'écran principal qui est relativement clair, relativement bien pensé je trouve. Regardez ici le menu d'accueil, donc avec les principales fonctionnalités, sachant que toutes les fonctions sont là accessibles avec cette petite icône. Donc ça c'est pareil, présenté avec des icônes, du texte, enfin vraiment très clair. On a toujours accessible à gauche CarPlay, donc ça c'est vraiment très pratique si vous êtes dans les menus par exemple. Vous avez aussi accès directement à la navigation intégrée, et puis à droite vous avez aussi ici une petite partie pour les réglages, voilà, on y reviendra un petit peu plus en détail, et puis une fonctionnalité aussi de caméra, voilà, directement vous pouvez accéder aux caméras du véhicule. Donc voilà, une interface globalement assez claire, et c'est ce qu'on cherche dans ce genre de voiture. Bon, un mot sur CarPlay, alors qui marche relativement bien, je n'ai pas eu de bug particulier, par contre accessible uniquement
en filaire, pas de version Wi-Fi, il est relativement fluide. Je dirais que le seul bémol c'est ces grosses icônes, voilà, vous savez, ici même si on a une très bonne résolution, les constructeurs peuvent choisir, voilà, la taille des icônes, et du coup c'est vrai que dans les applications Google Maps et tout, bah on a un peu comme ça des grosses icônes, on a un petit peu moins de place dans les interfaces. Bon, c'est le seul truc un peu casse-pied. Et je vous disais par contre, ce qui est très pratique, c'est que il reste toujours l'interface de Jaguar sur les côtés, donc on peut toujours basculer rapidement, par exemple de la navigation intégrée à CarPlay. Ça c'est vraiment très pratique. Bon les amis, j'ai réussi quand même à mettre du CarPlay sans fil. Regardez mon iPhone, et juste ici en fait j'ai utilisé donc ce petit boîtier Restream. Je vous ai déjà fait une vidéo, je vous la remettrai en fiche. Il y en a d'autres qui existent, qui sont quasiment les mêmes sous d'autres marques. Donc voilà, vous branchez sur l'USB, vous le configurez rapidement, et puis ici donc vous avez accès à CarPlay sans fil, donc c'est plutôt fluide. Alors évidemment si vous avez de la vidéo et tout, c'est pas très synchro, mais en tout cas ça marche plutôt bien, et ça évite effectivement de brancher son téléphone à chaque fois, d'autant que là on a un système de charge sans fil. Donc voilà, ça marche avec ce dernier système de Jaguar Land Rover, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors petite nouveauté sur la partie électrique, il y a ChargeMap qui est arrivé dans CarPlay. Ça c'est assez pratique sous forme d'une application, donc on retrouve à peu près les mêmes fonctionnalités que dans l'application intégrée. Seul bémol je trouve c'est les filtres, voilà, puisqu'on peut pas filtrer finalement avec par exemple la puissance des bornes. Ça aurait été assez utile. On peut mettre les aires d'autoroute, mais regardez, il vous met les vieilles bornes corridor qui marchent pas toujours. Alors par contre si vous cliquez dessus, vous avez quand même des informations en termes de puissance, mais là aussi il n'y a pas les commentaires, les photos comme sur l'application, donc c'est un petit peu plus limité quand même que l'appli, mais ça permet de bien compléter le système embarqué. Bon, le système de carto embarqué, on va dire qu'il est pas si mal, mais pour moi il est pas tout à fait au niveau quand même d'une électrique, même si regardez ici par exemple on va à Saint-Moritz, et ben il nous calcule quand même le trajet, regardez l'itinéraire, donc il vous met les bornes sur le trajet, mais par contre c'est vrai que quand vous cliquez là-dessus, voilà, sur par exemple le plus rapide, vous regardez les bornes, alors il y a du Go Fast, il y a des Move, voilà, 130 kW, par contre il y a des stations un peu pourries au milieu, on sait pas pourquoi il les a mis là, quand on fait un grand trajet comme ça, on veut pas des petites stations. Là il vous met 11 kW et plus, mais on sait pas trop, voilà, en plus on a l'air de rester assez longtemps là-dessus, donc je sais pas trop ce que ça vaut, mais vous voyez qu'en plus ça a l'air complètement paumé, c'est pas du tout sur une autoroute. Donc voilà, moi j'ai tendance quand même à programmer mon trajet en avance, et c'est vrai que contrairement à Tesla qui a un système vraiment beaucoup plus abouti, on voit la puissance des bornes, on voit aussi l'occupation, les temps et tout, là on va dire que c'est un premier jet, il y a du potentiel, il y a quelque chose, ça existe, mais pour l'instant pas suffisant pour s'y référer complètement. Alors je voulais absolument vous montrer le système de caméra de cette voiture qui est toujours accessible. Alors soit vous mettez la marche arrière, soit vous cliquez ici, et regardez, on a une vue de dessus, et puis ici on peut choisir la vue, alors soit une vue à 360 degrés comme ça qu'on peut faire défiler avec le doigt, qui est vraiment très bien faite. Regardez, il y a même les roues de la voiture qui tournent quand vous avancez. Vous pouvez aussi choisir la caméra ici, par exemple celle de devant, celle de derrière, celle des côtés. Il y a vraiment beaucoup de caméras, c'est pour ça qu'on voit l'environnement comme ça en 3D. Vous pouvez évidemment revenir à la vue à 360 degrés, et ça c'est très utile parce que c'est une voiture, voilà, qu'on veut pas abîmer. On est des fois sur des chemins, des petites routes enneigées, donc c'est important de voir bien de tous les côtés, et surtout l'enclenchement automatique là en marche arrière est extrêmement pratique. L'écran est vraiment très large. Bref, c'est, je pense, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur système de caméra 3D que j'ai croisé jusque là. Bon, je vais vous montrer quelques fonctionnalités un peu marquantes de ce véhicule, notamment par exemple ici la programmation d'un départ. Par exemple demain vous partez à midi ou à 11h30, voilà, et vous pouvez climatiser avec la purification de l'air, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, il va vous préchauffer l'habitacle, donc c'est plutôt bien pour les batteries. Vous enregistrez, hop, et vous voyez qu'il y a un petit trajet qui se met en place pour demain. Alors un menu qui est intéressant, qu'on retrouve aussi chez Tesla, c'est tout ce qui est données de conduite. Regardez, donc bon, ici là on est à l'arrêt, donc il nous met rien, mais par contre vous avez l'historique de tous vos trajets. Par exemple ici, regardez, voilà, là j'ai consommé 27,4 kWh au 100 sur la distance de 1700 km, voilà, avec à peu près 60 km/h de moyenne. Ça vous donne un bon indicateur. C'est une conso qui est assez élevée, Je vous en prends une autre ici. Voilà, ça c'était de l'autoroute, 107 km/h. Regardez, 28 kWh au 100, voilà, score de conduite. Vous voyez que la récupération ici était pas terrible. Donc c'est intéressant d'avoir ces données de conduite. Alors on a des petites astuces pour économiser un petit peu la batterie. Bon, c'est voilà, c'est assez bateau si vous connaissez bien l'électrique. Un menu aussi intéressant, c'est l'impact. Regardez, par exemple là, j'active le dégivrage, et vous voyez qu'il vous met un impact en fait sur l'autonomie. Donc il faut le temps qu'il calcule un petit peu ces trucs, mais ça peut vous donner une idée des kilomètres que vous récupérez si vous désactivez certaines fonctionnalités. Donc voilà, assez pratique ce petit menu, et je trouve que c'est bien. Tous les constructeurs
moteurs nous mettent pas toutes ces informations. Bon, on est dans une voiture électrique, donc forcément on a un menu EV, une voiture électrique, qui va vous donner un peu plus d'infos. Par exemple, le pourcentage de la batterie qu'on n'avait pas sur le tableau de bord, ce qui est plutôt pas mal. L'heure de fin de la charge, là 16h09, donc vous voyez que c'est quand même assez long, hein, quasiment 1 heure pour mettre 5-6%, mais c'est logique, on est sur une petite borne de village. Il vous donne aussi l'autonomie prévue, mais c'est à peu près tout. On n'a pas par exemple la puissance de charge, ça aurait été intéressant. Par contre, on l'a un peu sur l'application, alors il vous le donne pas vraiment en kilowatts, il vous donne en kilomètre-heure, vous voyez 16 km par heure. C'est dommage qu'on n'ait pas la puissance, c'est vraiment une donnée qu'on n'a pas toujours non plus sur les bornes. Bon, vous le savez, Jaguar, ça reste une marque sportive et ils ont fait un petit menu dynamique là, alors je vous le montre rapidement, puisqu'on a des petites infos, voilà, de réglage moteur, direction, suspension. Évidemment, vous avez aussi tout ce qui est chrono, temps autour. Vous avez même un système d'accéléromètre, voilà, qui mesure les G, etc., avec des petites statistiques. Bon, je pense que ça amusera beaucoup les très rares personnes qui vont aller faire un peu de circuit avec cette voiture. Alors, on est chez Jaguar, mais on est aussi un peu chez Land Rover, et c'est vrai qu'il y a des fonctions entre guillemets 4x4. Là, par exemple, sur cet écran, on peut voir la répartition du couple. Ça, on l'a testé un peu dans la neige. Donc, en fonction des types des modes de conduite que vous activez, si vous mettez la DSR par exemple, il va être un petit peu plus efficace sur la neige. Bon, voilà, c'est toujours amusant. On a aussi de l'assistance à la descente qui peut être assez utile. Donc, c'est pas aussi complet effectivement qu'un Land, mais on a quand même de quoi s'amuser. Et là, franchement, sur la neige, j'ai trouvé cette voiture extrêmement efficace. C'était vraiment très impressionnant. Bon, la commande vocale, que vous dire si ce n'est qu'on est vraiment très très loin de Siri, d'Alexa ou même de Mercedes qui fait plutôt du bon boulot. Là, effectivement, il y a un certain nombre de commandes pour la radio, pour la température, qui sont accessibles par la voix ou par le petit bouton que vous avez ici sur le volant, juste ici. Ok, Jaguar. Mets la température sur 25 degrés. Désolé, je n'ai pas saisi votre commande. Veuillez dire une commande. Baisse la température. Voilà, bon là ça a fonctionné, mais vous voyez qu'il faut vraiment dire le bon mot, et puis surtout des fois vous êtes en conduite, ça marche pas vraiment. Donc voilà, moi je l'ai pas utilisé très longtemps, hein, j'ai trouvé que c'était assez inutile, et c'est dommage, sur une voiture comme ça on aimerait bien que ça fonctionne. Alors je voulais vous montrer aussi le menu de réglage qui est assez pratique, assez bien fait, puisque ici on peut rapidement gérer par exemple la luminosité, les thèmes aussi de l'écran, on peut même éteindre l'écran central, donc ça c'est plutôt pas mal. On a aussi l'écran d'accueil, on peut mettre des mosaïques d'applications, ou alors le petit écran d'accueil que je vous ai montré tout à l'heure, donc ça peut être plutôt pas mal. On peut régler aussi rapidement l'audio. Voilà, vous avez de l'audio un petit peu stéréo, spatial, etc. Système méridien. Et puis enfin, vous avez accès à tous les réglages. Donc là, c'est si vous les réglez un petit peu plus finement. On va en voir quelques-uns ensemble. Alors, je voulais vous montrer notamment la connectivité, puisque ici, c'est une voiture donc qui est connectée, qui a du Bluetooth, qui a du Wi-Fi. Vous pouvez régler un hotspot. Et il y a une carte SIM intégrée aussi, donc évidemment avec un petit abonnement derrière, donc qui permet d'accéder à Internet. Vous pouvez aussi la connecter à votre iPhone. Ça vous évite de consommer de la data sur la voiture. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et puis évidemment vous avez ici aussi les paramètres Apple, hein, pour utiliser CarPlay. Donc voilà, une connectivité on va dire assez complète, hein, quand même sur ce genre de voiture. Voilà, bon après vous avez tous les réglages d'assistance au conducteur, donc tout ce qui est prévention des collisions. Voilà, il va mettre les feux de détresse, il va vous maintenir dans la file. Voilà, elle est là la conduite autonome, mais c'est uniquement en situation d'urgence. Vous avez aussi tout ce qui est régulateur, limiteur adaptatif, donc vous pouvez régler aussi depuis le volant. Tout ce qui est somnolence aussi, bon voilà, c'est assez classique là-dedans. Ou encore voilà, l'aide au stationnement automatique qui vous active toutes les petites caméras, donc ça c'est quand même bien complet. Voilà, après il y a tout un tas de petits réglages pour le verrouillage. Par exemple, vous pouvez mettre un petit bip bip, hein, quand vous appuyez sur la clé, le déverrouillage en 2 étapes. Vous avez aussi le verrouillage automatique évidemment. Vous avez aussi l'éclairage extérieur, ça c'est plutôt pas mal. Par exemple, vous pouvez mettre les feux de route adaptatifs qui vont optimiser, vous savez, avec les matrices de LED comme ça qui vont être en plein phare absolument tout le temps. Vous pouvez aussi voilà, mettre de l'éclairage pendant 30 secondes quand vous rentrez chez vous. Une fonction amusante, il va vous baisser automatiquement la voiture là pour vous faciliter l'accès. Ça, j'ai trouvé ça plutôt pratique. Et vous avez même une position hiver pour les essuie-glaces. Donc ça c'est drôle, ça vous permet de lever un peu les essuie-glaces, vous savez, pour pas qu'ils collent en hiver. Alors si vous aimez tout ce qui est éclairage de l'habitacle avec les petites LED, vous pouvez changer la couleur, voilà, mettre par exemple du violet. Bon, c'est assez rigolo. Alors les voitures électriques c'est toujours très silencieux. Ici vous pouvez configurer un petit peu le bruit que vous entendez dans l'habitacle. Donc voilà, bon, on peut pas l'enlever totalement, mais si vous mettez calme, vous entendez pas grand chose. Si vous êtes en dynamique, voilà, ça fera un son un petit peu plus de conduite, un petit peu plus de moteur, mais ça reste très discret. Moi j'ai trouvé ça assez classe dans l'ensemble.
Alors même si globalement on va dire que les réglages sont simples, regardez ici, si vous allez dans application puis EV, et là vous pouvez régler le mode rampant, voilà, si vous voulez que la voiture avance quand vous relâchez le frein automatiquement et qu'elle reste pas arrêtée. Vous pouvez aussi régler le freinage, enfin la récupération au freinage. Ça c'est un truc, moi je pensais le trouver sur le volant, non pas du tout, il n'y a pas de petite palette, rien du tout, c'est ici que ça se règle, c'est quand même pas mal. Vous avez aussi un mode d'économie d'énergie. Alors ce qui est bien quand même sur la récupération d'énergie, c'est que la voiture va s'arrêter jusqu'au bout. Voilà, c'est pas le cas sur toutes les voitures, mais par défaut il est en mode bas, mais moi j'ai mis élevé, et élevé c'est vraiment très agréable, hein. Vous pouvez conduire quasiment à un pied. Alors une autre fonction qui est cachée ici dans les réglages d'application, c'est le bouton favori. Regardez, il y a un petit bouton ici qui est très pratique, et en fait quand vous donc pressez ce bouton, vous pouvez choisir soit par exemple de couper le son, soit de mettre en pause, soit par exemple de rappeler une personne, ou alors par exemple de désactiver l'écran supérieur. Regardez, par exemple j'appuie ici, il va me couper l'écran, donc de nuit ça peut être plutôt pas mal. Donc voilà, à vous de voir un peu le réglage que vous voulez, mais c'est sympa d'avoir des petits boutons de raccourci comme ça. Alors regardez un petit exemple ici, je suis toujours dans les réglages d'application, on se dit tiens voilà, ici on va pouvoir régler un petit peu plus finement nos itinéraires pour choisir les bornes et tout. En fait il n'y a rien du tout. Voilà, dans les préférences d'itinéraire, voilà, on est toujours sur éviter les ferries, éviter les autoroutes, etc. Il n'y a rien pour mettre par exemple prenez les bornes de charge les plus rapides possibles. Ça aurait été cool quand même. Bon, pour conclure sur ce système multimédia, je dirais que globalement il est simple, il est quand même assez complet. Il manque évidemment des choses, j'aurais bien aimé du CarPlay Wi-Fi, j'aurais bien aimé voilà un petit peu plus de fonctionnalité sur la partie électrique. Évidemment tout ce qui est recherche d'itinéraire, c'est pas encore parfait. La commande vocale aussi, il y a encore des progrès à faire. On peut pas non plus regarder Netflix, on peut pas jouer à des jeux, il y a pas Spotify, il y a pas Apple Music, mais je dirais que dans l'ensemble les fonctionnalités sont quand même là, c'est assez simple d'utilisation, c'est même beaucoup plus simple que chez Porsche par exemple, mais c'est vrai qu'on s'attend quand même à plus de choses ici, surtout sur un constructeur premium, on est plus cher que chez Tesla. Donc voilà, je pense qu'il y a des progrès à faire, mais j'ai pas été trop frustré à l'usage. En tout cas, on retrouve à peu près ces petits si on est habitué voilà aux constructeurs on va dire assez traditionnels. Bon, moi je conclurai un petit peu comme le Mercedes EQC, comme l'Audi e-tron, c'est-à-dire qu'on est sur du SUV premium avec un peu tout ce qu'il faut pour faire une voiture agréable au quotidien, avec évidemment tout l'aspect premium, hein, pas uniquement à l'intérieur, mais aussi le look, mais aussi certaines fonctionnalités qui sont inédites, hein, y compris par rapport à Tesla. Et pour autant le compromis, il est sur la partie électrique, on a une moins bonne autonomie, on a un moins bon réseau de charge, on a aussi du logiciel qui est nettement en retrait pour programmer ses itinéraires, au niveau des applications aussi. Donc voilà, tout est une affaire tout le temps de compromis évidemment, et je comprends tout à fait qu'on se dirige vers I-Pace, hein, si on aime les Jaguars, si on aime les codes de Jaguar, et si on veut quand même une voiture utilisable au quotidien, que ce soit pas juste une deuxième voiture, on peut tout à fait opter pour cette I-Pace. Bon les amis, pour ce test hivernal du Jaguar I-Pace 2021, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à bord de cette voiture. Bien sûr, il y aura d'autres surprises hein, cette année en termes de voitures électriques sur la chaîne. Si vous avez aimé, on like, on s'abonne bien sûr. Et puis nous on se retrouve très bientôt sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.